Amis culturels, merci de respecter ce rendez-vous qui est devenu pratiquement habituel avec Congo Culture, l'émission à la rencontre d'eux. Aujourd'hui, Benka va à la rencontre d'un artiste, musicienne, d'un mannequin, mais aussi d'une promotrice ou opératrice culturelle. Il s'agit de Teresa Boams, qui est très connue sur les réseaux sociaux et qui a lancé déjà 2 singles. Le premier, Kunga, et le deuxième, Zola, qui va bientôt voir son clip sur les réseaux sociaux ou encore sur sa chaîne YouTube. En tout cas, nous sommes fait ce devoir de la rencontrer pour vous et sur la base de nos questions et ses réponses, vous allez découvrir qui est réellement Teresa Boams. Teresa Boams, bonjour. Bonjour Benka. Alors comment tu vas? Ça va très bien Matondo. Pas trop fatigué, hein? Non, ça va. Voilà. En tout cas, les téléspectateurs de la chaîne Congo Culture ont souhaité vous avoir pour découvrir qui vous êtes et nous sommes fait ce devoir de venir à vous pour parler de vous, parler aussi de votre jeune et riche carrière puisque vous êtes dans le monde de la mode mais aussi et surtout très présente dans le monde musical depuis un moment. C'est déjà depuis quand que vous êtes rentré dans la musique en plein? Je me suis réellement lancée avec mon premier single Mkunga, c'était en décembre. En décembre 2021. Ouais. Voilà, donc... non, pas 2021. 2022. Voilà, donc décembre 2022. Oui. Aujourd'hui, ben, écoutez, hein, ça ne fait pas très longtemps. Du tout. Mais ça va, vous avez le retour du public? Ouais, pour un début, je pense que ça va déjà. Ça va déjà. Les statistiques, ça promet. Ça promet. Mais nous allons revenir à vos sources, à vos débuts. Vous êtes lancé très tôt dans le monde de la culture et plus précisément dans le mannequinat. C'était déjà à quel âge et quel a été l'événement qui vous a vraiment poussé vers ce choix? Mes débuts dans le mannequinat, j'avais entre 15 et 16 ans. C'était pour mes débuts. Et c'était le carrossier de la mode, je pense que c'était la 2e ou la 3e édition qui m'avait vraiment attirée. Mais après, j'étais retenue au casting, mais on n'était jamais allé à Pointe-Noire pour le défilé. Après, c'est resté, j'ai continué à faire les répétitions là où j'ai répété à Kuna Matata, derrière le stade Eboué. Et puis, j'ai fait la Brazza Fashion Night de 2000. Moi, je ne me rappelle plus des années, ça fait longtemps. Voilà. Et après, j'ai refait encore le carrossier de la mode où j'ai été élue en 2017 en tant que la top modèle au niveau du pays. Et après, ça m'a donné des opportunités d'aller au Bénin. Là-bas, j'ai fait encore un concours où j'ai gagné en étant la top modèle au niveau international pour d'Afrique, quoi. Et quand je parle d'Afrique, je parle bien de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Et après, j'étais revenue. Et j'ai eu encore plein d'opportunités. J'ai eu à faire la nouvelle top avec Adama Paris, une télé-réalité. Il y avait beaucoup de top modèles au niveau de l'Afrique. Et j'ai eu à faire quelques shootings, photos et défilés de mode, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest avant de revenir au Congo. Et ça vous a rendu très visible, surtout sur la toile. Bon, à l'époque, Internet n'était pas comme aujourd'hui où il y a TikTok, où il y a Facebook, les gens sont vraiment actifs. Non. À l'époque, c'était encore nous, on se battait encore avec des 100 likes, les 90 et tout. Mais sinon, si c'était à l'époque, bon, si la qualité d'Internet aujourd'hui était comme à l'époque, j'étais vraiment active dans le mannequinat. Vous aurez des kilos. C'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et tout ça, ça s'est passé aussi facilement ou bien il y a eu de la réticence des parents? Parce qu'une jeune fille de 15, 16, 17 ans, elle a lâché comme ça dans le monde de la mode. Est-ce que c'était très facile pour vous de vous lancer sans pour autant que les parents aussi les prennent? Mon père n'était pas du tout d'accord que je sois mannequin parce que c'est un monde très dangereux selon les personnes qui ne s'y connaissent pas. Et il y avait de très sales rumeurs au fait dans le sens où les filles partent là-bas pour se prostituer, c'est pour fumer, et faire du n'importe quoi. Et mon père, pour lui, envoyer sa fille dans ce genre de monde, c'était pas du tout d'accord. Il n'était pas du tout d'accord. Mais par contre, ma mère, connaissant l'éducation qu'elle a eu à nous procurer, elle avait vraiment confiance en moi. Parce que le mannequinat, peut-être que je l'ai embrassé à l'âge de mon adolescence, mais quand j'étais enfant, je passais tout mon temps à dessiner des vêtements, des vêtements de style design et tout, des robes de princesse et tout. Je n'aimais pas trop les talons, mais c'était un peu l'image que je voulais. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais toute petite, je voulais avoir ma propre marque de vêtements et tout, que je dessinais déjà, tout enfant. Et maman, elle voyait déjà que cette fille-là, si ce n'est pas la musique, parce que j'adorais chanter et danser aussi, ça sera la mode. Donc ma mère me voyait déjà dans ça. Du coup, quand elle a su que j'étais vraiment attirée par le mannequinat,
et elle m'a laissé partir. Mais mon père n'était pas du tout d'accord, même jusqu'à arriver au point où il m'avait dit que si je continuais avec le mannequinat, il va me renier. Ou que je fasse le mannequinat sans utiliser notre nom de famille. D'où est né le nom de Boams. Donc Boams, en réalité, c'est un diminutif, ce n'est pas le nom de famille. Non, du tout. Ah, ok. Alors, dites-nous, dans le mannequinat, Oui. qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Est-ce que vous avez usé de vos attraits physiques ou alors il y a eu le regard sur un modèle? À la base, moi, le mannequin, déjà, j'étais une fille très timide. Timide dans le genre où, s'il faut danser devant les gens, je danse. Okay. S'il faut chanter devant des gens, je chante, mais avec une petite timidité. Même parler, je parlais devant les gens, mais en soi-même, j'étais vraiment une fille timide. Et je voulais vaincre cette timidité-là. Parce que je me rendais compte que c'est que sur le tas que j'avais un petit peu de courage, mais quand il faut vraiment vivre ce courage-là dans la vie réelle, j'en avais pas. Et moi, le mannequinat, déjà avant de chanter en public, parce qu'avant je ne faisais que danser dans les éco-gyms et tout, voilà. Avant de chanter en public, le mannequinat m'a aidé à affronter le regard des gens. Parce que tu étais là sur le podium, il fallait partir et revenir, voilà. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Et ne pas être distrait aussi. Hein. Oui, et donc le mannequinat m'a vraiment aidé d'avoir assez confiance en moi, parce qu'à l'époque, j'étais la plus grande déjà à l'école primaire, on se moquait de moi. Ah. Tu ne vas pas te marier, tu es trop grande et tout, tu ne trouveras pas d'homme à ta taille, à ta pointure et tout. Et voilà. Sans indiscrétion, c'est combien de mètres? 1m28. Wow. Sans talons. Sans talons. Oui. Et donc, le mannequinat m'a aidé à surmonter un peu ça. Parce qu'en étant enfant, on connaît un peu de traumatisme. Parce que des amis se moquent de toi en classe, tu es la plus grande. Et moi, ça m'a affecté un tout petit peu. Et dans le mannequinat, j'ai trouvé une raison de vivre, au fait. Parce que je me trouvais à ma place, j'étais grande, les gens m'admiraient, mes mains, mes pieds, mes cheveux. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais des défilés avec mes cheveux, avec une coupe afro, avant d'avoir des locks. Et c'était vraiment aimé de beaucoup de gens. Et ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi et à m'adresser clairement au public sans pourtant avoir honte ni peur. Et vous avez finalement retourné la chose en votre faveur. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez un pied dans la mode, mais un autre pied dans la musique. Ouais. Comment s'est fait ce déclic? Alors, en étant mannequin, j'avais l'impression que le mannequinat était beaucoup plus vécu en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et chez nous, au Congo, c'était un monde inconnu par beaucoup de gens. J'ai eu à faire un défilé au Maroc, à Dakhla, et j'étais la seule Congolaise du Congo-Brazzaville. Et quand on me demandait à chaque instant de quel pays venez-vous, quand je répondais que je viens du Congo-Brazzaville, les gens ne connaissaient pas le Congo. Et moi, ça m'attristait un peu de voir que mon propre pays n'est pas reconnu par d'autres pays. Surtout, ça, c'est dans le cadre de la mode. Et j'avais pris l'initiative de rentrer au pays pour pouvoir travailler dur afin que le monde de la mode soit un peu connu de partout. Mais la mode du Congo-Brazzaville. Quand je suis rentrée, j'ai eu à mettre en place un centre de formation pour les métiers artistiques, d'où il y avait les mannequins à l'intérieur. Mais ce n'était pas du tout ça. Il y avait carrément un problème de culture dans le sens où la population congolaise de base n'est pas trop attirée dans le domaine culturel dans son vrai sens. Certes, il y a la musique, il y a la sape, il y a plein de choses, mais il y avait très peu de détermination. Et j'ai essayé de faire un peu de recherche, savoir pourquoi est-ce que les gens étaient très peu attirés par la culture. Et ça m'a mené dans plusieurs autres chemins, où j'ai commencé à m'intéresser aux bases culturelles. Et c'est de là que j'ai eu à faire un retour aux sources et à la source. J'ai fait la rencontre de nos traditions ancestrales, j'ai embrassé cette tradition et c'est de là que j'avais fait une pause entre le mannequinat et ma vie de tous les jours. Donc j'avais tout arrêté, j'ai fait pratiquement 2 à 3 mois sans faire grand chose. Et j'ai appris tellement de choses dans le domaine traditionnel et culturel de chez nous que j'ai voulu exprimer ça autrement pour le faire comprendre, pour le faire connaître aux gens. Et pour moi, la seule façon de faire connaître ces secrets-là aux gens, c'est au travers de la musique. Et vu que la musique a été une chose que j'ai toujours aimée depuis mon bas âge, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ça aujourd'hui afin de communiquer avec un grand nombre de personnes. D'où je me suis lancée au travers de la musique. Et mon premier single, Nkunga, ça a été un single qui avait pour but et qui a pour but de pouvoir rassembler les gens, peu importe leur identité, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur croyance. La preuve en est que les dires de cette musique, c'est tout simplement d'appeler les gens autour d'une musique afin qu'ils puissent célébrer la vie, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Teresa, c'est très intéressant ce que vous venez de nous expliquer. Mais aujourd'hui, on peut quand même dire que vous êtes un peu plus épanoui dans la musique. Vous vous êtes retrouvée. Mais pourquoi ce champ de la musique traditionnelle pratiquement? Parce que vous allez carrément dans vos sources.
vos origines? Alors, comme je viens de le dire, j'avais mis une pause au mannequinat parce que j'avais eu cette envie-là de faire un retour aux sources et à la source, c'est-à-dire de retrouver nos origines ancestrales, de me rapprocher beaucoup plus de notre tradition parce qu'on ne peut pas tout le temps essayer de gérer un problème à la surface. Il faut aller dans les profondeurs pour savoir, mais c'est réellement pas le problème. Et vu que moi j'avais constaté qu'on avait vraiment un problème avec l'amour culturel de notre peuple, je me suis dit non, il faut que je plonge à la source. Et quand je suis allée à la source, j'ai tellement découvert des choses que je me suis dit mais on a des trésors chez nous en fait. Voilà. On a tellement de belles choses que si on se mettait à se concentrer sur ça, ben, on sera les plus vus, à savoir qu'on a toujours été les plus vus à un moment donné, et puis à une époque, boum, ce n'est plus nous. Mais il y a eu un vide. Exactement, il y a eu un tel vide que je me suis dit non, il faut qu'on rallume cette flamme-là. Et la meilleure manière de rallumer cette flamme-là, c'est de faire un retour aux sources et de prôner nos propres valeurs. Et vous commencez votre carrière musicale par un titre éponyme, Kunga, la chanson. Beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre la philosophie de cette chanson. Déjà, Nkunga, c'est en Kikongo, la langue de mon père que j'ai valorisée. Et c'est une chanson qui est composée de deux langues, parce qu'il y a le Mboshi et il y a le Kikongo. Ah bon? Donc, un Congo, quand je vais écouter ça, il va se retrouver, et en Mboshi, quand tu vas écouter ça, il va se retrouver. Pourquoi j'ai pensé? Parce que c'est pas seulement mon travail, c'est le travail de toute une équipe. Donc il y a moi et mon manager, qui est en même temps mon directeur artistique. On travaille ensemble pour ça. On a voulu qu'il y ait cette symbiose entre deux cultures de chez nous, en fait. C'est-à-dire qu'en Mboshi peut bel et bien écouter cette musique avec un Congo sans pourtant qu'il y ait de la bagarre ou comment. Et même le style musical, il n'est pas que du Congo de chez nous. C'est un peu, le style il est de chez nous, mais on a essayé d'embrasser un peu d'autres styles musicaux de l'extérieur pour essayer de rassembler tout le monde autour de la musique. Parce que le but d'Nkunga, c'est ça, rassembler tout le monde et par le chant et que tout le monde puisse suivre la musique. Parce que c'est ça, les Lando, Nkunga, donc suivre la musique. Et quand les gens ont écouté, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Les gens, quelles ont été les remarques positives ou négatives? Non, la plupart des remarques qu'on a reçues, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paroles dans la chanson. Mais c'était ça le but, parce que les gens, la musique pour eux, c'est que chanter, dire des paroles. Mais chez nous, dans la tradition, on sait que c'est le rythme, ce sont les cris. Parce que dans le chant d'Nkunga, on a eu utilisé beaucoup d'instruments africains. On a utilisé la corne, il y a eu des cris. Et il y a eu au moins 3 ou 4 instruments traditionnels qu'on a mis dans la chanson, mais que les gens n'ont pas vraiment... il fallait laisser le temps d'écouter cette sonorité-là, au lieu que quelqu'un parle. C'est ce qu'on a fait au fait, parce qu'à un moment donné, on a fait le premier couplet, le premier refrain, et puis on a laissé tout ce... Parce qu'une personne qui s'y connaît en tradition, lorsqu'il va écouter cette musique, il va se rendre compte, mais là, il y a vraiment la tradition qui est là. C'est l'authenticité. Oui, parce qu'il y a des cris, il y a des cornes, et il y a plein d'instruments africains qu'on a utilisés, on a mis à l'intérieur. Mais vu que je fais une musique tradie moderne, on n'a pas voulu que ça reste juste du traditionnel, on a un peu modernisé avec d'autres styles de musique qui sont aujourd'hui modernes. Et l'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. Zola. Zola. Voilà, c'est devenu comment ça? Alors, je suis de tradition Congo. Chez nous, les Ngunza, le Zola est quelque chose que nous prenons avec fierté. Le Zola, c'est quand je chante le Zola ou quand on a pensé chanter le Zola, on n'a pas pensé chanter un Zola d'un homme et d'une femme. C'est plus fort que ça. On a pensé chanter le Zola qui est aujourd'hui en voie de disparition. L'amour fraternel. C'est-à-dire s'aimer, pas parce que l'autre sans intérêt. C'est ça le Zola en fait. Le Zola, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime mon prochain parce qu'il aime mon prochain. Moi, j'ai eu ce problème-là déjà parce qu'en étant Ngunza et en prenant cela sur les réseaux sociaux, j'ai eu du mal à me faire accepter par certains chrétiens et musulmans. Au départ, on me prenait comme une personne extrémiste qui venait pour créer du désordre entre religieux et tout, voilà. Or que non, je suis dans ma tradition d'origine, je respecte qui vous êtes, mais en même temps, je prends l'amour qui est le Zola. Donc pour moi, c'était vraiment important qu'on puisse chanter le Zola pour pouvoir créer cette synergie-là d'amour fraternel entre nous, pour dire, avant d'être chrétien ou avant d'être musulman, Ngunza, nous sommes d'abord africains. Donc on doit d'abord s'aimer avant et tout. Aucune religion ne prône la guerre. Aucune religion ne prône la guerre, toutes les religions prônent l'amour qui est le Zola. Donc pour moi, c'est vraiment un titre où je conseille vraiment aux gens de pouvoir écouter ça et de vibrer sur ces fréquences. Et puisque tu nous as déjà habitués à des clips
Oui. a un clip déjà avec le premier, Kunga, et à quand le clip de Zola? Alors Zola verra on est en train d'hésiter entre le 25 et le 28 avril. Ah, pour la sortie. Oui, j'ai parlé avec le réalisateur aujourd'hui et si tout se passe bien, ce sera pour le 28 avril sur ma chaîne YouTube et puis on va faire une petite promotion pour d'autres comptes. Entre-temps, la musique nécessite une promotion, un accompagnement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la promotion de vos 2 singles? Bon, actuellement, je ne suis pas tellement forte dans le côté technique. Ça, c'est mon manager, qui est en même temps mon directeur artistique, qui gère un tout petit peu tout ce qui est promotion et tout. Est-ce qu'il y a des soirées que vous avez prévues comme ça? Actuellement, déjà pour la semaine de la mode, je vais prester avec une marque, la marque Thrifty. Et le 16 avril, on sera à l'espace Zola. Ce sera pour accompagner mon frère Floric qui va lui organiser un concert et je serai parmi ses invités. Et personnellement, je n'ai pas encore d'un agenda programmé pour le moment. Mais au moins, vous vous insérez dans différentes activités pour déjà faire appel déjà, on avait prévu faire un mini-show ouvert pour tout le monde le 7 juste au bar qui est non loin du centre culturel, les ateliers Sam. Oui. Et on a aussi une autre date pour le 23, mais pour le moment, vu que ce n'est pas encore précis, on n'a pas encore communiqué sur ça. Parce que le but, c'est de célébrer non pas que mes 2 singles, mais aussi la sortie de l'album de mon directeur artistique, parce qu'il est en même temps aussi l'artiste. Très bien. Alors, Teresa Boams, est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre choix? Oh non. Peut-être le regret de ne pas avoir fait ce choix très tôt. Ah. Sinon pas, non. Je me dis que je suis dans le monde que j'ai toujours voulu avoir. Je vis de ma passion, de ce que j'aime faire, de ce que je pense être juste pour moi et pour les autres. Parce que tant qu'on ne se sent pas bien dans ce qu'on est ou dans ce que l'on fait, on ne pourra même pas être... on ne saura même pas donner quelque chose de positif aux autres parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et moi, je suis dans ce qu'il fallait que je sois, en fait, il y a longtemps. Mais un peu tard. Et sur le plan scolaire et académique, vous avez fait quelle option, quelle orientation? Alors moi, j'ai un bac littéraire, un bac A. Je suis allée à l'université Marien-Guadeloupe. J'ai fait la première année en STC. J'ai fait également la deuxième année parce que mon rêve était d'être une journaliste comme ma mère qui est d'ailleurs dans la presse écrite. Je la salue. Do, ça va? C'était vraiment mon rêve d'être une journaliste comme ma mère. Et après, à cause des injustices que j'ai trouvées à l'université, je n'ai pas pu supporter. Je suis une personne qui ne supporte pas l'injustice. Et je n'avais pas de pouvoir pour me prononcer. J'étais qui pour pouvoir parler? Il y a tellement de choses qui se passent à l'université. Bon, très peu de gens en parlent, mais je n'ai pas pu supporter cela. C'est l'occasion de dénoncer ces violences faites aux femmes, puisqu'aujourd'hui nous avons toute une loi qui a été prise pour sécuriser, protéger la femme en général et la jeune femme en particulier. Je pense que nous adressons toutes nos félicitations à la ministre Inès Nefer Ingani, qui est à l'origine de cette loi qui aujourd'hui est en train d'être vulgarisée dans beaucoup de milieux. Je pense que votre silence serait coupable. Non, je dirais à l'époque, parce que ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ça arrive à des fois que j'en parle, mais ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. À l'époque, j'avais quoi? J'avais un truc de 16-17 ans, un truc de 18 ans en fait. C'était quelque chose, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me disais qu'il fallait aller à l'école comme tout le monde. Voilà. Je vais raconter une petite histoire. On arrive au cours, il y a un doc qui arrive. À savoir qu'à l'université, la note éliminatoire, c'est la note de 5. Donc, quand un étudiant a une note de 5, ça veut dire que toute l'année, c'est déjà perdu. Voilà. Un étudiant avait fait du bruit dans la salle et tout, et le doc demandait de savoir qui a fait ce bruit. Bon, c'est une grande salle, on ne sait pas qui a fait du bruit. Doc, continue ton cours parce que tout le monde a su que ça t'a importuné, mais là, maintenant, on va continuer le cours. Le doc a mis -5 à toute la salle. Oh là là, quelle injustice. Ça, déjà, tu sais que tu reprends l'année. Mais avec quel courage tu vas avoir, je sais pas, la force de continuer encore pour te dire je vais aller en deuxième année et tout. Même quand tu pars en deuxième année, il y a des dettes qui sont derrière toi. Donc, avec quelle force j'avais encore moi pour me battre pour pouvoir continuer? Je me suis dit, bon, il y a l'art qui est là, il y a la culture qui est là, les études, bon, on reviendra plus tard. Finalement, le rêve de communicatrice a été brisé.
Au contraire, ça n'a pas été brisé parce que même aujourd'hui, je continue à communiquer sur les réseaux sociaux et je le fais tellement bien que les gens ils me félicitent. Je suis invitée dans des conférences, il faut le dire, dans des associations, même dans les écoles pour parler. Donc du coup, ça n'a pas du tout été brisé, au contraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après Marine Ngouabi, vous êtes entrée dans une université privée pour poursuivre vos études. Non, j'ai été, mais je n'ai pas fini parce que là-bas, j'ai fait marketing. Ah, voilà. Et c'est toujours proche de la communication. Obligé. Voilà. La communication, pour moi, c'est à vie. Chez nous, on dit Nzonza, c'est sacré. Ah, alors là, vous êtes en plein carrément dans cette culture familiale. Voilà. Teresa Boams, nous sommes dans l'attente du clip Zola, mais au moins pour le plaisir des téléspectateurs de la chaîne Congo Culture, pouvez-nous fredonner un tout petit morceau? Oui, pourquoi pas. Voilà. Namoniona kachabarelege zolele zola kwa musolongo berege zola kumbi zola yeah. Namoniona kachabarelege zolele zola kwa musolongo berege zola kumbi zola kumbi zola. Waouh, franchement, quelle belle voix. Ntondo. Je pense que tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Oui. Parce que ça, c'est le fruit d'un travail acharné. Et je travaille encore et encore. Ah oui, ça c'est vraiment toutes nos félicitations. Ntondo. Et cela augure des lendemains meilleurs dans ta carrière. Et je pense que, comme on le dit, Inch'Allah. Ntondo Mamingi. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. S'il y avait un dernier mot, à qui vous l'adresserez et pourquoi? Je l'adresserai toujours à la jeunesse et je pense que c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire et je le dirai toujours. Donc, à vous jeunes qui me suivez en ce moment, retenez que nous sommes le changement, que rien ne se fera sans nous parce que nous sommes ce changement. Donc c'est à nous de changer les choses. On est appelé à faire booster des choses afin qu'on puisse voir et vivre un changement meilleur pour nous, au fait, pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Matondo. Amis téléspectateurs, en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir présenté cette émission à la rencontre d'eux. Nous sommes là à l'IFC, notre partenaire, et cela marche très bien puisque nous avons reçu également un mannequin, mais aujourd'hui nous avons beaucoup plus parlé musique. En tout cas, Teresa Boams nous a éblouis par sa voix, par la qualité de sa thématique, et vous avez certainement apprécié cet entretien. En tout cas, nous disons merci à toute l'équipe technique, merci également à Teresa Boams, et prochainement nous allons nous retrouver dans le cadre de cette émission avec un autre invité. En attendant, je vous dis ciao.